3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directrice de la recherche marché de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Igor Demac qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne, et Gustavo Orenstein qui est avec nous également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Un an après la crise, un an après le point bas des marchés, ça devait être autour du 16-20 mars, je crois, le point bas des marchés américains et européens qui est à peu près simultané. L'Europe a fini par effacer la crise boursière liée à la pandémie, avec du retard par rapport aux indices émergents, par rapport aux indices américains. Là aussi, Igor, alors sur l'ambiance de marché en général, mais un autre symbole que je trouve très marquant, c'est l'indice sectoriel en Europe du secteur du voyage et du loisir, le Stock 600 Travel and Leisure, a complètement effacé la crise désormais et a même marqué un plus haut historique en clôture hier. C'est quand même un des secteurs qui est censé être le plus fragilisé à moyen long terme par cette crise. C'est ce qu'on appelle en anglais aujourd'hui le reopening trade, c'est-à-dire on achète ce qui va bénéficier le plus immédiatement, en tout cas dans l'inconscient ou dans la conscience des investisseurs, de la réouverture des économies. Parce qu'en fait, quand même, l'industrie du loisir, les compagnies aériennes vont mettre beaucoup de temps à retrouver le momentum d'activité, puisqu'on va probablement avoir des passeports vaccinaux, et puis même les individus vont d'abord consommer en interne, dans leur pays. Donc je crois que là, je dirais, en termes purement de valorisation, je ne suis pas convaincu par cette remontée très très rapide. Ouais. En revanche, pour revenir sur le sujet du retard de l'Europe, c'est assez classique en fait. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, on n'a jamais été en avance de cycle, ni économique et encore moins boursier, puisque évidemment, ces deux choses sont assez liées. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est la seule zone où on n'est pas encore vraiment sûr de s'en sortir. Alors que l'Asie, on est sorti, donc on n'en a pas parlé, mais en Asie, c'est aussi revu en hausse les prévisions de manière très substantielle. Mais on n'est pas complètement isolé du monde entier. Donc s'il y a de la croissance en Asie et aux États-Unis, les entreprises européennes, qui ne sont pas uniquement des entreprises qui font de la marge en Europe, bien sûr. Si vous regardez Hermès ou LVMH, ils ne font pas beaucoup de marge en Europe, même si c'était bien constitué par les clients asiatiques, on captera de la croissance et de la valeur ajoutée. Après, la situation des petites et moyennes entreprises qui, elles, sont un petit peu en bout de chaîne, et puis dans des systèmes un peu plus fragiles de crédit, risquent d'en pâtir. Plus on retarde la véritable réouverture, plus on fragilise son économie. Et donc je reviens à mon Stock 600 Travel and Leisure. Encore une fois, un secteur emblématique de cette crise qui est peut-être un des secteurs les plus fragilisés structurellement à moyen long terme par des changements de comportement qui s'annoncent peut-être durables. C'est pas surprenant. Alors, je nuancerai. Ou c'est quand même spectaculaire, au minimum. Un petit peu. J'ai jeté un coup d'œil sur l'indice avant de venir. Bon, d'abord, dans cet indice, il y a une quinzaine de valeurs. Sur les 15, il y en a 5, c'est les jeux. Il y a la Française des Jeux à l'intérieur. Oui, Travel and Leisure, c'est voyage et loisirs. Des meilleurs perfs boursières depuis 3 ans. Voilà, et donc, Française des Jeux, et puis les autres, donc c'est du poker online, etc. Donc je pense que c'est des gagnants du Covid. D'accord. C'est pas les compagnies aériennes qui ont fait remonter. Elles sont pas du tout. D'accord. Non, mais c'est très bien de le préciser. Donc, la construction des indices, c'est toujours important. La construction des indices, donc attention, effectivement. Ce qui est d'ailleurs une remarque au général sur les indices, c'est qu'il faut s'en méfier. C'est valable sur le CAC 40 qui a une performance supérieur à d'autres indices européens parce qu'il est très value avec de l'énergie, des banques et que ça vous dites il y a beaucoup de valeurs online, finalement des valeurs stéatomes des valeurs Covid dans cet indice. Donc attention aux indices en général d'ailleurs. D'accord. Il ne faut pas traduire une idée macroéconomique avec un indice parce que c'est pas forcément adéquat. Il faut vraiment regarder effectivement ce qu'il y a et comment c'est fait. Mais il est clair que les marchés financiers, les investisseurs se projettent dans l'avenir. Parfois trop vite, c'est possible. Mais c'est leur fonction même. Ça a toujours été comme ça. Ce qui donne souvent cette impression de décalage avec l'économie réelle, c'est pas qu'il n'y a pas de lien. Simplement, c'est que sa manière de fonctionner, c'est une projection. Et quand on se projette vers l'avant, aujourd'hui, c'est assez cohérent d'imaginer une ouverture de l'économie, le cycle qui redémarre, un mois plus tard, peut-être en Europe, je ne sais pas. Mais ce moment viendra. Oui, c'est quand même forcément devant nous. Donc, c'est difficile de sauter du train lorsqu'on voit quand même une direction aussi claire. C'est pour ça que toutes les enquêtes montrent beaucoup d'optimisme. Ça fait partie des risques, évidemment, de ce type de mouvement. Mais on comprend cet optimisme. Il y a une rationalité. C'est plus cohérent de voir que le secteur énergétique et bancaire sont les deux meilleurs performeurs sectoriels. Et là, on comprend pourquoi, tant au niveau valo qu'au niveau momentum, monétaire ou économique,
Là, je pense qu'il y a une vraie bonne appréciation du marché, des investisseurs sur ces deux secteurs. Alors après, il y a tellement de retard sur ces secteurs qu'on peut encore progresser aussi. Mais là, je trouve que c'est assez cohérent. Et ce que disait Gustavo sur les indices un peu sectoriels, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans. Bon, Igor, sur ces questions, et enfin la question de l'inflation au sens large. Oui, bon là, on est dans des débats qui sont assez fins, assez techniques. Après, pour retranscrire peut-être un débat qui est un vrai sujet de société, c'est pourquoi on n'a plus d'inflation dans nos sociétés. Nos parents, nos grands-parents qui ont vécu sur des indices d'inflation à 2 chiffres. Il y avait le mécanisme d'indexation des salaires, mais ça permettait de rembourser une dette pour le débiteur. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien que la théorie de la monnaie est pas totalement efficiente, et c'est bien pour ça aussi qu'on tâtonne un peu partout, parce qu'on déverse énormément d'argent aux États-Unis, mais on n'a pas non plus 15% d'inflation. Je veux dire, le rapport entre la masse monétaire qui est créée au niveau du Trésor, enfin au niveau de la Banque centrale, et puis au niveau budgétaire, devrait normalement conduire à une inflation beaucoup plus forte. Et en fait, et on voit bien en Europe où c'est encore pire, où là, il n'y a pas d'inflation depuis des années, malgré aussi des plans. Donc la question, c'est de savoir si c'est l'économie, finalement, qui va diriger les inflexions de régime de prix. Là, on voit bien qu'il y a une reprise très forte aux États-Unis. Normalement, ça devrait créer des goulets d'étranglement énormes sur les matières premières, les semi-conducteurs qu'on voit. Donc là, on pourra avoir une inflation qui se déplacerait finalement de l'idée qu'il y a une inflation financiarisée, et puis une vraie inflation qui correspond à des déséquilibres entre la production, enfin l'offre et la demande, etc. Et ça, pour les économies et pour, je pense, l'équilibre des économies libérales qui se sont beaucoup endettées, là, on met ça sous le tapis parce que l'argent coûte rien, mais quand même, à long terme, dans une allocation d'épargne, et essayer d'expliquer aux personnes qui placent leur argent qu'il n'y a pas de rémunération et qu'en plus, on n'arrive pas à désendetter le système, ça crée beaucoup d'angoisse chez les épargnants, parce que nous, on a ces questions, mais est-ce que... Du coup, on épargne encore plus. Oui, non, mais on a ces questions un peu presque farfelues, mais on peut comprendre, mais... Qu'est-ce que c'est que cet argent ? C'est en fait des écritures, c'est quelque chose de théorique, c'est des boutons. Et c'est vrai que ce régime d'inflation très faible, avec tout cet argent qui est déversé, qu'on pourrait d'ailleurs déverser pour d'autres causes, et on se dit, tiens, c'est marrant, on le déverse maintenant, ça crée des questions sociétales, je pense, et des questions de gestion de l'épargne. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine et les gérants, atterrés par le niveau de rémunération du capital, qui de toute façon détériore la vision du rendement d'un actif quand l'argent vaut 0. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui que de mettre toujours plus d'argent pour avoir un indice d'inflation qui va faire 2, 2,5, 3. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez... J'aime bien le passage par la vraie vie, et l'épargne des Français. Tout le monde se demande comment est-ce qu'on va réussir à flécher cette épargne, à la réorienter, à la remettre peut-être dans des investissements plus productifs. Tant qu'on est dans cette angoisse que vous décrivez, Igor, l'épargnant continuera d'épargner. L'épargnant ne veut pas d'inflation parce que c'est l'arme de destruction massive. Puisque c'est indolore, entier, Enfin, il y a quand même l'inflation qui part, puisqu'après on calcule son rendement, enfin sa rentabilité réelle, et puis en même temps le débiteur il a intérêt à ce que le régime d'inflation. Donc on est confronté, on n'a pas réussi à trouver une bonne solution. La solution, c'est faire perdurer le système et qu'il n'y ait pas de crack socio-économique, social. Donc on abonde d'argent et on n'a pas d'autre solution. Après, il y a quand même un moment où il va falloir retirer les liquidités. Et là, c'est un petit peu la crainte aussi à la réouverture, qu'on les retire trop vite. Parce qu'un marché dont on retire les liquidités, en général, ça ne monte pas, quel que soit le... Oui, non, mais je crois que la Fed a mené quelques expériences en la matière. Ils doivent s'en souvenir. Ça doit marquer les esprits des banquiers centraux, justement, les erreurs ou les mini-erreurs qui ont pu être faites par le passé en matière de retrait de liquidités. Après, comme il y a une énorme épargne qui a été constituée, il y a aussi des vases communicants. Je veux dire, l'épargne privée peut-être là venir, pas en soutien, mais compenser d'une liquidité qui disparaîtrait. Aujourd'hui, tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde va pouvoir reconsommer. Donc, on est dans cette phase-là. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas la regarder avec trop de cynisme. C'est aussi un parcours depuis un an. Quelques, conseils, quelques idées. Déjà, est-ce qu'il faut couvrir les portefeuilles boursiers ce qu'on essaye de faire, c'est de dire aux épargnants, aux clients, aux
ceux qui nous interrogent que l'épargne c'est bien, mais si c'est pour l'investir dans les fonds en euros, dans les CODEVI ou les livrets A, ça ne va pas faire marcher le système, puisque quand même le système économique libéral, il fonctionne sur le recyclage de l'épargne dans des actifs réels, opérationnels, qui créent de l'emploi. Bon, ouvrir un contrat avec des fonds en euros, ça a moins d'effet que de financer une entreprise. Bon, acheter une action en bourse, on ne finance pas forcément, mais le système est quand même mieux, plus fluide quand on dit aux gens, là c'est le moment d'aller vers les actifs risqués. Indéniablement, on ne peut pas dire aux personnes de tout lâcher sur la technologie, les États-Unis, parce que c'est le marché maître et qu'il y a eu des points plus intéressants, mais pareil sur la Chine. Quelqu'un qui aurait raté, il peut se dire, voilà, c'est une petite occasion, j'en mets maintenant. En revanche, je pense que là, l'Europe a quelque chose à jouer. On a vu sur les secteurs bancaires, celui qui avait Total et BNP, il fait une super perf. Qui l'eût cru l'année dernière? Donc je pense qu'on a des valeurs qui sont pas trop chères, on a cette thématique de la réouverture, et puis on a une forme de rotation ponctuelle avec cette histoire de taux. Donc repondérer un peu, alors d'abord les actions, parce que sur le reste, moi j'attrape pas un couteau qui tombe, donc les taux c'est compliqué là, parce que on sait voir pas où ça se stabilise. On ne fait pas trop de paris sur les taux de change. Finalement, le dollar, il tourne autour d'un 18, un 22. Enfin, il n'est pas non plus dans des écarts extrêmes, même si 2-3%, c'est beaucoup pour une monnaie, mais globalement, ça devrait s'équilibrer. Je veux dire, on ne devrait pas avoir... moi, je pars avec cette idée que c'est plutôt neutre. Voilà, on est dans un monde où il y a plus de croissance là, mais plus de soutien, peut-être moins de flux qui se sont déversés sur l'Europe, et ça va arriver. Ouais. Voilà, donc c'est quand même des zones. La zone européenne est une grosse zone d'épargne. Il y a vraiment beaucoup d'argent, et donc plutôt des actions qui n'ont pas bien fait depuis des années. Parce toujours que cette idée du rattrapage. Et finalement, le reopening, c'est aussi le reopening des dividendes. Oui, donc, c'est vrai que maintenant, on va de nouveau pouvoir verser des dividendes, et c'est toujours un peu le dividende, une alternative, parce que c'est pas aussi sûr qu'un coupon obligataire, mais ça fait une rémunération. Il y a des belles rémunérations. On parle de Total, mais c'est pas la seule. Merci à vous trois. On s'arrêtera là pour ce soir. Igor Demac qui est avec nous, Vital Épargne.